Bonjour à tous, voici Futur, le rendez-vous de l'innovation. Les innovations d'aujourd'hui qui vont changer le monde de demain. Retrouvez Futur sur tous vos écrans à une seule adresse, arte.tv/futurmag. Au programme de ce futur, fuir les bouchons, pouvoir s'envoler au-dessus des embouteillages, un rêve inaccessible? Ah, peut-être pas. Maintenant que l'homme a inventé les voitures puis les avions, il lui reste à accomplir le rêve le plus fou, la voiture volante. Et ça marche, ou plutôt, ça vole. Et puis, nous découvrirons un moyen inédit d'économiser l'eau qui nous sert à arroser les plantes et les cultures. Un agronome français, Philippe Wacky Di Giorno, a mis au point un matériau innovant qui retient l'eau à la racine des plantes, permettant aux végétaux de se développer presque sans eau. Allô? Qui n'a jamais rêvé de s'envoler pour échapper aux embouteillages, d'éviter les files d'attente et les contrôles de sécurité aux aéroports? Eh bien non, vous ne rêvez pas. Cela est désormais possible grâce à la voiture volante. Depuis des années, des ingénieurs passionnés, des chercheurs inventifs planchent sur des dizaines de véhicules hybrides à mi-chemin entre la voiture et l'avion. Quelles sont ces innovations? Qui peut enfin en bénéficier et dans quelles conditions? Nous allons vous faire découvrir les 2 premiers véhicules aériens personnels déjà en vente ou en passe de l'être. Et si on assistait au balbutiement d'un nouveau mode de locomotion pour tous totalement innovant? C'est au musée de l'air et de l'espace du Bourget, près de Paris, que commence notre exploration de cette aventure un peu folle. Nous avons rendez-vous avec Catherine Monoury, la directrice du musée et ancienne championne du monde de voltige. Selon cette spécialiste de l'aviation, l'histoire de la voiture volante débute en 1917 avec l'autoplane du pionnier américain Glenn Curtiss. C'est une voiture à laquelle on rajoute une queue et des ailes et qui est censée pouvoir voler. Et il va faire quelques vagues bonds et ça ne marche pas très bien. Et ensuite, on passe à l'aéromobile 1940. Et là, c'est Ford qui se dit, mais il y a un marché là-dedans. Tous les gens qui vont s'acheter des voitures vont vouloir aussi que leur voiture vole. Donc, on croit qu'il y a un marché fantastique et que les gens vont acheter par milliers et millions des voitures volantes. Et effectivement, ça fait rêver. Mais le rêve ne se réalise pas encore, car à l'époque, les conditions de sécurité n'étaient pas toutes réunies. Oh, si certaines de ces expérimentations farfelues font sourire, elles ont permis de tester des prototypes de tout type. Aujourd'hui, l'état des technologies et des matériaux permettent enfin de développer des véhicules viables. Et l'un des projets de voitures volantes les plus aboutis à l'heure actuelle se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Nous atterrissons à Woburn, Massachusetts, dans le nord-est des États-Unis. Nous sommes chez Terrafugia, une petite société qui a mis au point l'une des 2 voitures volantes actuellement autorisées et commercialisées, le Transition. Le principe de ce drôle d'oiseau? Un avion capable de replier ses ailes en 1 minute seulement pour prendre la route. Ses créateurs, parmi lesquels Robert Gersh, vice-président de Terrafugia, ont dû affronter une première contrainte technique. Une fois que le véhicule est en mode voiture, non seulement les ailes doivent se replier le long des flancs de l'appareil, mais elles doivent aussi permettre de rentrer dans un garage. Donc nous avons choisi ces ailes parce qu'elles avaient une bonne aérodynamie, mais aussi parce qu'une fois repliées, elles peuvent tenir dans un garage. En vol, le Transition peut parcourir jusqu'à 800 km à une vitesse maximum de 160 km/h. Sur route, en revanche, il ne dépasse pas les 105 km/h. Le Transition ressemble en fait plus à un avion roulant qu'à une voiture volante. Mais à en croire ses utilisateurs, la conduite du véhicule qui fonctionne avec un moteur à essence est vraiment très simple. Quand les ailes se déploient de façon automatique, l'appareil passe en mode avion. C'est donc le même moteur qui actionne les roues au sol et l'hélice en vol. Il y a différentes commandes dans le cockpit. Il y a un volant, comme dans une voiture normale, une pédale d'accélération et une pédale de frein. Et face au pilote et au copilote, puisque c'est un véhicule de place,
Il y a le manche de pilotage qui commande l'aileron et l'élévateur. N'importe quel pilote pourrait s'en servir. Il vole comme un simple avion et se conduit comme une petite voiture. L'autre pari réussi avant toute commercialisation, c'est l'obtention de l'homologation. Le Transition a reçu la double autorisation, comme voiture d'une part et comme avion léger d'autre part. Toutefois, il ne peut circuler pour l'instant qu'aux États-Unis. Mais attention, l'engin sera vendu pas moins de 240 000 €. Avec déjà une centaine de commandes fermes, les premiers véhicules seront dans le ciel d'ici 2 ans. Si quelqu'un veut utiliser le Transition pour ses loisirs, pour voyager dans le pays d'aéroport en aéroport, il aura avec lui sa voiture. Dans certains cas, le Transition sera la solution parfaite. Mais est-ce vraiment la solution parfaite? Pas tout à fait, car l'engin requiert tout de même un brevet de pilotage. Et avec 760 mètres pour décoller et 580 pour se poser, la principale contrainte reste la distance nécessaire au sol. Il faut donc encore se rendre dans un aérodrome et emprunter une vraie piste dédiée. Autant dire que s'extraire des embouteillages par le ciel en un clin d'œil n'est pas encore possible avec ce modèle. La solution passe donc par un autre projet, un nouvel engin roulant capable de décoller plus rapidement et plus simplement. C'est aux Pays-Bas que nous allons découvrir le second véhicule volant bientôt disponible sur le marché. Cette solution révolutionnaire, on la doit à Robert Dingemans. J'ai beaucoup travaillé en Allemagne, en France, en Belgique et en Suisse, mais aussi en Asie et aux États-Unis. Et vous vous rendez compte que quand vous pouvez voler, vous gagnez beaucoup de temps. Donc, si je peux réellement prendre mon avion de chez moi, me rendre à ma destination et emmener mon véhicule où je veux, ça, c'est vraiment une solution de mobilité. Alors en 2001, Robert Dingemans a fondé la société PAL-V. Son projet phare, un genre de gros scooter à 3 roues bien particulier, doté de pales et d'une hélice dépliable. Avec son moteur essence à 4 cylindres, il peut, comme la plupart des voitures, atteindre les 180 km/h, mais en plus, il vole. Gros avantage par rapport à son concurrent, le PAL-V décolle en 160 mètres à peine. Il peut ensuite parcourir jusqu'à 500 km dans les airs avant d'atterrir en 30 mètres seulement. Selon le constructeur, le véhicule annoncé comme tout-terrain n'a plus besoin de pistes d'aérodrome, un simple champ suffit. Une avancée considérable qui, outre les particuliers, pourrait intéresser la police ou l'armée pour leurs interventions. Si vous êtes dans une zone montagneuse, comment atterrir dans les environs? Ou dans une forêt? Comment se poser dans des endroits pareils? Mais si vous trouvez une zone d'atterrissage dans les environs et qu'ensuite vous pouvez conduire votre propre véhicule, alors vous gagnez beaucoup de temps. Ce serait donc intéressant pour des opérations de secours. Pour atteindre de telles performances, les inventeurs du PAL-V ont choisi l'option de la voilure tournante, de type gyrocoptère, plutôt que des ailes fixes. L'innovation consistait à adapter pour la première fois cette technologie déjà existante sur un véhicule roulant. Quand nous avons commencé à réfléchir à une voiture volante, bien sûr, nous avons dû décider de quelle façon nous allions la faire voler. Vous pouvez choisir entre un hélicoptère ou des ailes fixes. Mais nous avons découvert le gyrocoptère qui existe depuis 90 ans. Il est très sûr et très facile à piloter. Alors comment ça marche? Comme son cousin l'hélicoptère, le gyrocoptère se compose d'une hélice principale horizontale située au-dessus de l'appareil et fixée sur un rotor. La seconde hélice, plus petite, est verticale et installée à l'arrière. Contrairement à un hélicoptère, l'hélice principale d'un gyrocoptère est libre. Elle n'est pas actionnée par un moteur. Quand l'appareil s'élance pour prendre de la vitesse, il est propulsé par son hélice arrière, entraînée, elle, par un moteur. C'est ensuite le vent induit par cette vitesse qui va actionner l'hélice horizontale du gyrocoptère et ainsi créer la force nécessaire à l'envol que l'on appelle la portance. Cela lui permet de pouvoir décoller et atterrir sur une très courte distance, même en cas de panne moteur.
Quand vous voulez conduire, il faut qu'il soit compact. Donc, vous appuyez sur un bouton et là, toute la structure s'abaisse. Ensuite, vous allez derrière, vers la queue, et vous la poussez. Les pales de l'hélice horizontale se rabattent ensuite au-dessus du véhicule pour achever la métamorphose. En quelques minutes, voilà le pavé prêt à s'élancer sur les routes. Mais comment rester stable avec tous cet attirail sur le toit? Il a donc fallu imaginer une solution pour une bonne tenue de route dans les virages. Tous les avions sont hauts sur leurs trois roues. Parce que l'hélice propulsive est à l'arrière, elle a besoin d'une grande surface et donc de hauteur. Cette hélice est haute, donc le centre de gravité est haut. Et on risque de se renverser dans les virages. Mais nous avons trouvé une solution qu'on appelle l'inclinaison et qui permet de rester stable. Au lieu de rester droit dans les virages, le véhicule s'incline et puis il se redresse. Bonne tenue de route, décollage et atterrissage simplifiés, l'engin à 2 places semble donc tenir toutes ses promesses. Vendu tout de même 400 000 €, soit le prix d'une Rolls-Royce, les 45 premiers exemplaires sont déjà commandés aux Pays-Bas et dans le reste de l'Europe. Livraison prévue dans 2 ans. Alors, grâce à des véhicules comme le PAL V ou le Transition, serons-nous tous demain équipés de voitures volantes? Rien n'est moins sûr. Des obstacles restent encore à lever, car passer de la conduite sur route au pilotage ne s'improvise pas. Retour au Bourget. En tant qu'ancienne voltigeuse, Catherine Monoury passe régulièrement de la voiture à l'avion. Selon elle, le brevet de pilotage pour les voitures volantes est obligatoire, mais pas suffisant. Entre 25 et 40 heures de vol seraient indispensables pour apprendre à les maîtriser. Car une fois en l'air, toutes les perceptions sont modifiées. À partir du moment où vous volez, vous avez des fonctions que vous n'avez pas au sol. Une profondeur, on descend, on monte. Donc il faut savoir se repérer et c'est très très compliqué. Parce que tout s'écrase, on ne voit plus de la même façon. On ne reconnaît pas son propre terrain. Évidemment, tout le monde ne conduira pas une voiture volante, mais les candidats seront nombreux. Comment alors sécuriser ces nouveaux modes de déplacement? Comment choisir parmi les nombreux outils de pilotage? Des chercheurs européens se penchent justement sur la question. Direction l'Allemagne, dans la ville de Tübingen. Les chercheurs de l'Institut Max Planck, menés par Frank Neuwenhuizen, ingénieur en aérospatial, tentent d'analyser les contraintes liées à l'utilisation de véhicules aériens personnels pour les déplacements quotidiens. Comme 4 autres centres de recherche, l'Institut a été mandaté par la Commission européenne pour mener le projet baptisé MyCopter, une vaste réflexion sur la conduite des voitures volantes. Pour cela, ils ont mis au point ce simulateur exceptionnel, capable de bouger selon 8 axes de rotation pour reproduire n'importe quelle condition de vol. Comme un manège, la cabine soumet l'utilisateur à la pesanteur, ainsi qu'à différents stimuli visuels et auditifs. Là, je suis assis dans la cabine du simulateur. Nous avons cette toile ici, devant, sur laquelle est projetée la réalité virtuelle. Nous pouvons y projeter n'importe quel environnement que nous créons. On peut élaborer un scénario pour conduire un engin sans être pilote professionnel. Par exemple, nous sommes à la maison et nous voulons voler vers notre travail. Nous pouvons construire ce scénario grâce à notre logiciel et le projeter ici. Faut-il par exemple un volant ou un joystick? La question n'est pas tranchée, mais l'objectif est de déterminer les technologies les plus efficaces pour produire des engins volants utilisables par le plus grand nombre. Pour Heinrich Bulthoff, le directeur de l'Institut, dans tous les cas, le futur de la voiture volante sera automatisé, à la manière des véhicules qui fonctionnent en pilotage automatique.
On sait déjà qu'il existe des voitures autonomes, c'est-à-dire qu'elles peuvent par exemple détecter les piétons. En fait, c'était un vrai problème à résoudre, mais on y est arrivé. Cette technologie s'appelle le computer vision en anglais. Eh bien, aujourd'hui, on en a besoin en aéronautique. L'idée est, par exemple, de remplacer les yeux du pilote par les caméras du véhicule volant pour pouvoir directement repérer une zone d'atterrissage d'urgence en cas de problème, ou bien repérer des obstacles ou d'autres véhicules volants. Améliorer la sécurité des vols, il le faudra bien sûr, mais ce n'est pas le seul défi à relever. Car si le nombre de véhicules volants personnels explose, c'est toute la législation aérienne qui devra être modifiée. Il faudra notamment prévoir de nouveaux couloirs aériens pour ces tout nouveaux véhicules. C'est excitant, mais il y aura probablement des couloirs autour des villes plus bas que ceux qui sont utilisés par les avions de ligne, une espèce d'autoroute. En tout cas, des voies autorisées et des voies non autorisées, mais à l'intérieur desquelles il va falloir pouvoir contrôler aussi les machines pour éviter les risques d'accident. Après des années de rêve, les 2 premières voitures volantes arrivent enfin sur le marché. D'autres engins pourraient suivre, comme l'aéromobile, ce projet slovaque toujours en attente des précieuses homologations. Reste à franchir un dernier défi technologique, mettre au point un engin à décollage vertical pour s'envoler instantanément et sans piste. Certains projets, parmi lesquels ce véhicule français, s'annoncent déjà prometteurs. Même si ces voitures volantes nous font rêver, elles sont loin d'être à la portée de toutes les bourses. Sur arte.tv/futurmag, nous vous proposons de voler de vos propres ailes en participant à notre jeu concours. À gagner, 8 vols dans un simulateur de chute libre. De quoi éprouver des sensations fortes sans avoir à piloter. Retour sur Terre. Saviez-vous que lorsqu'on arrose des espaces verts ou des cultures, 80 à 96% de cette eau part directement dans le sol sans être absorbée par les plantes. C'est la raison pour laquelle les agriculteurs utilisent des quantités considérables d'eau pour arroser leurs champs. Mais dans de nombreux pays, les cultivateurs n'ont pas les moyens de s'offrir de systèmes d'irrigation performants. Pour lutter contre la sécheresse qui touche aujourd'hui un quart de la production alimentaire mondiale, certains proposent pourtant une solution. Un matériau hyper absorbant, issu de la pétrochimie, et qui, sous forme de granules, permet de retenir l'eau directement à la racine des plantes. C'est pour cela qu'on appelle ce matériau innovant un hydrorétenteur. Le premier à avoir eu l'idée d'utiliser les vertus des hydrorétenteurs pour l'agriculture, c'est Sergio Rico. Ce chimiste mexicain, touché par les difficultés des paysans dues à la sécheresse, a eu l'idée de se servir d'un matériau hyper absorbant utilisé depuis les années 1970 dans les couches-culottes. Mais comme le matériau utilisé dans les couches était à base de polyacrylate de sodium, et que le sodium est nocif pour les plantes, Sergio Rico a opté pour le polyacrylate de potassium, car le potassium favorise la croissance des plantes, et ce, même lorsqu'il est utilisé en grande quantité. C'est dans son bureau de Mexico que Sergio Rico nous fait la démonstration du pouvoir super absorbant de son matériau, qu'il appelle joliment de l'eau solide. Nous pouvons voir comment cette eau solide, une fois hydratée, reste dans les mains, sans s'infiltrer entre les doigts. De la même manière, elle va maintenir l'eau à la racine des plantes. Démonstration avec 2 bonbonnes remplies de terre. L'une contenant l'hydrorétenteur, l'autre pas. À chaque fois qu'on remplit la bonbonne sans hydrorétenteur, l'eau part et la terre reste sèche. Dans celle qui en contient, il n'y a pas de gaspillage d'eau par infiltration, ni par évaporation d'ailleurs. Par conséquent, on économise 80 à 90% de la consommation d'eau. Alors comment est-ce possible ?
Au contact de l'eau, les molécules d'acrylate de potassium, représentées ici en jaune, se lient les unes aux autres pour former une sorte de film moléculaire. Des couches imperméables d'acrylate entre lesquelles l'eau se retrouve piégée. En fonction des précipitations attendues, l'hydrorétenteur est déposé dans un trou, soit déjà gorgé d'eau, soit encore sous forme de poudre. Ces minuscules réservoirs vont permettre à la plante de venir pomper l'eau au gré de ses besoins. Avant, mon rendement de maïs était de 5 tonnes à l'hectare. L'année dernière, avec cette technique magnifique, j'ai récolté 21 tonnes de maïs à l'hectare. Et cette année, j'espère en obtenir environ 25 tonnes et demie. Ça m'a changé la vie. J'ai même pu m'acheter une belle camionnette en 1 an de bénéfices. Des milliers de cultivateurs commencent à utiliser ce produit. Un moyen simple et bon marché qui leur permet de surmonter les périodes de sécheresse. Mais qu'en est-il de la pollution des sols? Ce matériau pourrait-il les contaminer? Il ne va pas contaminer le sol, parce qu'avec le temps, ce produit va arrêter d'emmagasiner et libérer de l'eau, et ça va devenir des petits morceaux de la taille d'un grain de sable, totalement inoffensifs et inertes. Sans parler du fait que la quantité que nous utilisons est ridicule, juste 200 grammes pour une tonne de terre. Pour Sergio Rico, ce produit serait donc sans danger. Mais même si l'efficacité de ce matériau super absorbant a été étudiée, il n'y a pas eu d'études spécifiquement axées sur l'éventuelle toxicité du produit dans les sols. Les scientifiques n'ayant pas suffisamment de recul sur cette question, il est difficile de faire toute la lumière sur ce point. Pour en savoir plus, nous sommes allés voir Marc Miquel, expert agronome agréé auprès du ministère de la Recherche, qui travaille depuis 35 ans sur le développement racinaire des plantes. Ces travaux l'ont amené à tester différents types d'hydrorétenteurs. Alors, quel est son avis? Les polymères de polyacrylate sont des molécules obtenues de manière synthétique, mais qui sont dégradables et 100% biodégradables. Il n'y a pas de constituants qui soient dangereux, comme par exemple du chlore, qui pourrait rester en association et faire des organochlorés ou des choses comme ça, ou libérer des gaz toxiques dans l'atmosphère. Donc ces matériaux sont naturellement dégradés. On n'a jamais, à l'arrivée, dans les publications qu'on a pu voir dans le domaine scientifique, on n'a pas de réapparition dans les sols de culture de molécules qui pourraient poser problème. Mais un agronome français est allé encore plus loin. Il a inventé un matériau plus efficace et ne contenant que 5% de polyacrylate de potassium. Nous voici dans le sud de la France, dans le petit village d'Éoz, dans le Gers. C'est ici qu'habite Philippe Wacky Di Giorno, l'inventeur de ce produit appelé Polyter. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces granules permettent non seulement de retenir l'eau à la racine des plantes, mais aussi de leur apporter tous les éléments nutritifs favorables à leur croissance. Pour la première fois, Philippe Wacky Di Giorno a accepté de nous révéler les 3 ingrédients qui composent son matériau. D'abord, et majoritairement, de la cellulose, c'est-à-dire de la fibre végétale. Ensuite, de l'engrais organique mélangé à 5% de poudre de polyacrylate de potassium. Pendant la durée de vie du polyter, 5 ans en moyenne, la plante va faire corps avec celui-ci. Les racines vont spontanément s'enrouler autour du produit gorgé d'engrais et l'entraîner de plus en plus profondément dans le sol. Les racines vont se greffer et on voit bien là, d'une façon évidente, qu'il y a association entre la plante et le polyter. L'image la plus flagrante, c'est un puits et un garde-manger pour chaque plante. Et en plus, c'est un garde-manger avec un réfrigérateur. Parce que la particularité du polyter, c'est que ça baisse la température du sol. Et comme ça, la plante, elle n'a aucun stress. Aucun stress, développement optimisé, développement du végétal, développement des fruits, développement des fleurs. Un test grandeur nature vient d'être lancé sur la variété phare de cette exploitation horticole, le Dipladenia. 2 grammes de polyter par litre de substrat sur la bagatelle de 20 000 pots. 4 mois plus tard,
premier bilan comparatif. Alors, on va regarder l'essai. Ici, on a une variété blanche avec du polytère. Avec polytère, ok. Et ici, c'est sans polytère. Sans polytère. Un diplodénia avec polytère, après 1 mois et demi de culture, on voit le développement racinaire beaucoup plus important. On voit que les racines sont bien cheminées autour et au fond du pot, bien réparties. Et ça, c'est très important pour la continuité du développement du végétal. Et ce qui est très intéressant de voir, que c'est une culture qui est menée avec très peu d'eau. Le substrat est pratiquement sec. Maintenant, on va voir au niveau de la plante sans polytère. On voit que le développement est assez faible pour l'instant et on voit que la répartition est pas du tout la même. Beaucoup plus faible. Voilà, c'est plus en surface là que et ici il y a pratiquement pas encore de développement racinaire. Que là on a déjà un chevelu qui se développe d'une façon homogène. Mais la motivation principale de cet agronome, c'est d'avoir élaboré un produit qui favorise également la croissance des plantes sur des sols très arides ou sur des sols toxiques sur lesquels plus rien ne pousse. C'est réellement fantastique d'être à la base d'une technologie qui peut réellement, surtout ce qui m'importe le plus, changer la vie de millions d'hommes et de femmes. Et ça, c'est la chose qui m'émerveille encore plus. Parce que le végétal doit être vraiment la base angulaire du développement, surtout dans les pays comme l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes maintenant au niveau du réchauffement climatique. Et polytère peut vraiment changer réellement les données et faire mentir ceux qui disent qu'on va contre le mur. Direction la Nouvelle-Calédonie, où grâce à l'hydro-rétenteur fertilisant de Philippe Ouaki Di Giorno, les agriculteurs découvrent qu'ils peuvent accroître leur rendement tout en économisant l'eau. C'est le cas de Thierry Akinaga, l'un des plus gros producteurs d'agrumes de l'île qui l'utilise depuis peu. Bonjour Thierry. Aujourd'hui, il montre les résultats qu'il a obtenus grâce au produit à David Garrigou, le représentant qui lui a vendu. Donc il y a 7 mois, vous avez planté sans arrosage et du coup, vous avez mis en terre avec le polytère gonflé. On les a arrosés à peu près 2 fois après les avoir plantés, à 10 jours d'intervalle. Et depuis, on n'a pas réarrosé et les arbres sont toujours là, vous voyez. Pas d'arrosage, pas d'engrais à ajouter, le prix d'achat du polytère est largement compensé par les économies de main-d'œuvre réalisées. Alors voilà ces arbres, ils ont eu 2 ans au mois de septembre. Ils ont 2 ans et 2 mois. Et ils rapportent déjà. Alors que pour avoir la même production, ce serait aux alentours de 3 ans et demi, 4 ans, quoi. J'ai aucun système d'arrosage qui est sur place. Donc ils ne sont pas arrosés. C'est bien grâce au polytère qu'ils ont poussé aussi vite. Là, on a ramassé à peu près 30 kilos par arbre. C'est des arbres qui vont arriver à près de 100 kilos, qui vont produire à près de 100 kilos à 2 ans. C'est extrêmement rare. En Nouvelle-Calédonie, depuis 2012, le produit de Philippe Ouaki Di Giorno est également utilisé au sud de l'île, sur les sols de ces anciennes mines de nickel où plus rien ne pousse. Les pouvoirs publics ont décidé de lancer sur cette zone chargée en minerais très toxiques et pauvres en matière organique un programme pilote de reforestation. Alors ça, cet arbre-là, c'est quoi ça? Ça, c'est un Ostrobuxus. Ostrobuxus. Attends, on va mesurer le trou. Donc là, tu prends déjà d'abord le diamètre. Les premiers résultats sont très encourageants. Arbres et arbustes sont de retour. Et même si les études manquent sur l'innocuité de ce produit, voir repousser la flore sur tout type de sol, même les plus dégradés et les plus toxiques, représente un immense espoir. Économiser l'eau et cultiver les plantes grâce aux nouvelles technologies, c'est ce que nous vous proposons sur arte.tv/futurmag. Découvrez des objets connectés qui permettent de mesurer la température, la luminosité ou de gérer l'arrosage de vos plantes. Avec les objets connectés, avoir la main verte n'aura jamais été aussi facile. Tchuss les plantes vertes!